Bonjour YouTube. Incroyable mais vrai, YouTubiens, YouTubiennes, peuple de YouTube, c'est maintenant. Et oui, c'est maintenant. Introduction en musique, pourquoi pas, mais pour fêter évidemment cette matinée sous le signe de la joie, de l'enthousiasme, de la volupté, car oui, incroyable mais vrai, nous pensions ne jamais la revoir, nous pensions ne plus en profiter, nous pensions que c'était terminé, mais non, elle est de retour, Amélie Oudéa-Castéra évidemment ce matin sur RTL, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques et de la maladresse, évidemment, elle est là, et oui, regardez, pleine de joie, pleine d'enthousiasme, pleine de bonheur de nous partager bien sûr sa passion, le sport, ainsi que sa communication, son autre passion manifestement. Eh bien oui, nous allons débriefer, nous allons analyser, nous allons découvrir, car je ne sais pas ce qu'elle a dit ce matin sur RTL, au micro d'Amandine Bégaud, Yves Calvi, on ne sait pas, on va voir, est-ce que ça va être passionnant, est-ce que ça va être convaincant, est-ce que ça va être terrible? Eh bien, mystère, voilà, c'est ce que nous allons découvrir. En attendant, YouTube, peuple de YouTube, n'hésite pas à t'abonner, pense à Pemph, mon monteur qui déprime triste tout seul chez lui en regardant le nombre de personnes qui continuent bien sûr de regarder ses VOD sans être abonnés, c'est terrible. Ne pensez pas à moi, moi ça va, moi vous savez je vis ça très bien, pensez à Pemph, pensez au bien-être de ce cher Pemph qui s'occupe de cette chaîne YouTube et qui ne cesse de voir le nombre d'entre vous qui n'êtes pas abonnés. Allez, un petit clic, ça coûte rien, c'est cadeau, ça fait plaisir à Pemph, vous rendez un monteur heureux, n'est-ce pas au fond une bonne action, rendre les gens heureux. Allez hop, un petit clic, on s'abonne, on se pouce bleu, on laisse un petit emoji dans les commentaires, évidemment, ça rend les gens contents, ça fait grandir la chaîne. Road to 1 million, mesdames, messieurs, 1 million bien sûr, dans peu de temps, on y croit, 1 million sur YouTube, nous serons bientôt une armée, nous serons bientôt une légion, bientôt évidemment, Road to 1 million, c'est incroyable mais vrai. Allez, abonne-toi, mets un pouce bleu, c'est bon. Terrible. Ok. Bien sûr. En phase niveau 100. Voilà. Désolé YouTube. Désolé YouTube. Pas désolé évidemment. Évidemment, on commence dans l'enthousiasme. Alors oui. Donc bien sûr, Amélie Oudéa-Castéra, on va découvrir ensemble, incroyable mais vrai, son interview ce matin. Alors elle n'est plus ministre de l'Éducation, alors il y a quand même beaucoup moins de chances qu'elle nous lâche une dingue, mais qui sait? Après tout, on ne sait jamais. Mais Amélie Oudéa-Castéra, ça n'est pas tout de suite. Car avant elle, évidemment, il nous faut découvrir Jérôme Kasbarian, mesdames, messieurs. Incroyable, merde, putain, Jérôme Kasbarian, ministre du Logement. Incroyable, on l'a annoncé, on l'a teasé, on l'a attendu. J'avais dit la prochaine fois que notre ami Jérôme Kasbarian, ministre du Logement, fait une interview, eh bien nous ne la manquerons pas, c'est maintenant. En tout cas, c'était mercredi dernier, on était un peu passé à côté, mais pas ce matin, pas cette fois, car oui, sachez que toujours au rendez-vous, nous allons bien sûr découvrir, c'est Guillaume, c'est pareil. C'est pareil, Guillaume Kasbarian, évidemment, le ministre du Logement. En plus, c'est écrit, il n'y avait qu'à lire. J'ai oublié de lire. Qu'est-ce que vous voulez? Mais est-ce que finalement... Bref, voilà, Guillaume Kasbarian, évidemment, ministre du Logement sur cette chaîne. Bon. Oh là là, terrible, terrible. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors... Donc évidemment, mesdames, messieurs, je vous recommande de faire un doctorat en sciences politiques. Voilà. Je vous recommande de faire un doctorat en sciences politiques. Voilà. Je vous recommande vraiment, comme moi, de passer 6 ans en bibliothèque à éplucher les débats parlementaires sur la réforme des collectivités territoriales poussée par Sarkozy en 2005. Voilà. Je vous recommande vraiment de faire ça. Je vous recommande vraiment d'enseigner pendant 15 ans dans les plus grandes institutions. Comme ça, vous aussi, vous pourrez vous retrouver à presque 40 ans à vous esquinter la voix comme un crétin sur la musique de Street Fighter pour hyper votre chat Twitch, évidemment. C'est évidemment la carrière que nous avions imaginée. Je plaisante, évidemment. Hop là, toc.
Non, on va s'écouter deux interviews ce matin, incroyable mais vrai. On revient bien sûr au franchement ça les vaut. Mais grave. Non mais en plus je dis ça mais je dis ça mais c'est avec grand plaisir. Ah allez, on revient bien sûr aux fondamentaux du café rhétorique, c'est-à-dire la rhétorique. On va s'écouter des interviews, on va les découvrir ensemble. Je ne les ai absolument pas écoutées, donc je n'ai aucune idée de ce qui s'y dit. Est-ce qu'on va s'ennuyer? Est-ce qu'on va au contraire trouver matière à décrypter? Voilà, j'ai envie de vous dire, découvrons-le ensemble. Hop là. Allez, le impeccable, toc toc, voilà, le casque est mis. Bon bah, j'ai envie de vous dire, sans transition, on écoute Guillaume Kasbarian, ministre du Logement. Il était mercredi dernier au micro d'Apolline de Malherbe pour RMC, évidemment. Alors, YouTube, je dis ça, j'espère que normalement avec RMC, on est à peu près safe. RTL, j'imagine que ça va aussi. Voilà, la pub commence. Ah, est-ce que c'est pas le moment de... Oui, c'est tranquille. Est-ce qu'on se balance pas la pub tout de suite, maintenant, comme ça, on est tranquille. Pub soon. Bah, pub dans 4 minutes. Ah, ça va nous casser les pieds. Attendez. Safe par rapport à quoi? Pub soon. On est en live depuis quand? On est en live depuis 1 heure. C'est pour ça que la pub commence à nous casser les pieds. Envoie la pub maintenant si tu peux, au pire. Clément, attends. Ouais, je vais pub maintenant, les amis. Mais je garde l'antenne. Je garde l'antenne. Hop, toc. Allez, lancez une coupure pub. Voilà. Toc. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Mais après, en fait, c'est assez chiant parce que quand... Attendez. Quand moi, je lance une pub, en fait, j'arrive pas... Ah, mais c'est pour ça, en fait. Hop. Ajouter. C'est pour ça, c'est parce que j'ai fait de la merde. Voilà. Alors, attendez. Toc. En fait, c'est parce qu'à chaque fois que je lance une coupure pub, je lance une coupure pub depuis le début, je lance une coupure pub. Ah voilà. D'1 minute. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut lancer 3 minutes de pub. Comme ça, après, on est tranquille. Parce que là, c'est nul ce que j'ai fait. C'est nul. J'ai mal géré. J'ai mal géré. J'ai pas la pub, moi. Mais t'as... Ah. Bravo. Toc. Bon, allez, tant pis. Tant pis. C'était pas la bonne pub. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça marche aussi. Comme ça, au moins. C'est très court. Hop. Attendez, bougez pas. Hein. Hop, j'arrive. La pub est terminée, c'est parti. C'était pas la bonne pub, elle était trop courte. Donc ça va nous refaire chier tout à l'heure. C'est pas grave. Écoutez, au moins c'était court. On repart en scène centrale. Tac. Tac. Allez. On découvre donc Guillaume Kasbarian, ministre du Logement, au micro d'Apolline de Malherbe sur RMC. C'est parti. Ah, on n'a pas de son. On a de la son. On n'a pas de son. Je sais pourquoi. Hop, c'est normal. C'est parce que j'ai changé ça, parce que la dernière fois, on a joué à un jeu vidéo et j'arrivais pas à le mettre au bon endroit. Bonjour Guillaume Kasbarian. Parfait. Il y a du boulot, vous êtes le nouveau ministre du Logement. Je vais tenter de résumer. Il y a 30 000 logements à construire. Il y a des particuliers qui n'arrivent pas à obtenir de prêts. Il y a le secteur du bâtiment qui dit être au bord de la crise. Il y a 1 milliard d'euros d'économies cette année sur MaPrimeRénov'. Il y a des nouvelles économies qui sont censées arriver puisqu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Et il y a 2,6 millions de Français qui attendent un logement social. Quand vous voyez tout... Alors, elle a oublié de dire qu'il y avait 330 000 personnes à la rue. Voilà. J'ai envie de vous dire... j'ai envie de vous dire, elle a oublié... sinon, le reste de la présentation est tout à fait juste, hein, notamment le fait qu'il y a 2,6 millions de personnes qui attendent un logement social. Elle a quand même oublié de dire qu'on a 330 000 personnes à la rue, chiffre de la Fondation Abbé Pierre. Fondation Abbé Pierre qui note que le nombre de personnes à la rue en France a doublé, a plus que doublé même, en 10 ans. Il y a 10 ans, c'était 155 000, si je ne me trompe pas. Donc le nombre de personnes à la rue a plus que doublé en 10 ans. Je vous rappelle que Emmanuel Macron est président de la République depuis 7 ans. Voilà, je suis content de rappeler des faits. Tout ça sur la... Je vous rappelle également que Emmanuel Macron avait dit qu'il y aurait bientôt plus une seule personne à la rue. Alors c'est vrai, il ne parlait pas de toutes les personnes à la rue. Il parlait bien sûr, à l'époque, souvenez-vous, seulement des exilés.
Il disait bientôt, il y aura plus un seul exilé à la rue. Bon, c'est pas vrai non plus, hein. Ça n'est pas arrivé. Souvenez-vous d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on en reparlera, j'imagine, dans ce live. Souvenez-vous de ce député de la majorité qui disait, mais aujourd'hui, les gens qui sont à la rue, c'est parce qu'ils le veulent. Sinon, ils seraient bien sûr en place d'accueil d'urgence, puisqu'on en a construit suffisamment. Voilà, hein, donc ça c'est pour resituer juste le contexte. Alors qu'en dit le ministre du Logement, évidemment, Guillaume Kasbarian. À table, vous choisissez quoi en priorité? Tout à fait, vous avez raison de dire que c'est une crise qui est profonde, crise de la demande, crise de l'offre. Demande parce que les gens n'arrivent pas à emprunter, parce que les taux ont augmenté et que faire un prêt bancaire c'est devenu très compliqué. Crise de l'offre parce que quand des candidats à l'allocation essayent de trouver quelques offres en agence immobilière, ils n'en trouvent pas. Et parce que les chiffres de la construction, comme vous l'avez dit, sont très très faibles. Donc crise de la demande et crise de l'offre en même temps, au même moment, de façon assez historique. Ce qu'on essaie... Notez que pour l'instant, la seule chose dont il a parlé, c'est le logement classique, non aidé. Quand on lui dit le logement en ce moment c'est compliqué, là il vient d'esquiver, mais alors dans les grandes largeurs, dans sa toute première réponse, c'est sa toute première réponse, hein, vous voyez, la question d'Apolline de Malherbe était effectivement une bonne recontextualisation, mais elle lui laissait le choix du terrain sur lequel il allait répondre. Quand on dit à Guillaume Kasbarian, mais quand même aujourd'hui sur le logement, il dit bah oui c'est vrai que il y a crise de l'offre, crise de la demande, les gens ont du mal à louer un appartement quand ils vont en agence, et il y a quoi, pub? Mais non, mais c'est pas possible. Ah, c'est chiantissime de ouf. C'est chiantissime de ouf. C'est de déverrouiller. Bon, bah écoutez, pub. J'attends des os. Des os, hein. Déjà, mais en fait, c'est ma faute. Ça, pour le coup, c'est ma faute. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. J'ai cliqué sur le mauvais bouton tout à l'heure, donc j'ai lancé 60 secondes de pub au lieu de lancer 3 minutes comme j'aurais dû. Donc là, du coup, on se tape les 2 minutes qui manquaient, quoi. Étrangement, je n'ai jamais eu de pub ici. Eh bien, écoute, tant mieux pour toi et tant pis pour moi, car sachez-le, la pub, c'est quand même une partie de la rémunération de ce stream, hein. Attendez, je vous donne le chiffre, puisque rien d'important n'est dit pendant la pub, bien sûr. Contenu. Non, c'est pas contenu, c'est statistique. On va regarder ensemble. Enfin, regarder ensemble, non, mais je vais vous dire. Revenus. Alors, la pub, c'est quand même... c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est un quart des revenus de ce stream. La pub, c'est un peu moins d'un quart, quand même, un peu moins d'un quart. C'est 20%. La pub, c'est 20% des revenus de ce stream. Mais bon, alors certes, c'est un peu chiant, mais voyez, on va pas se couper de ce qui est 20% de nos revenus, hein. Déjà qu'on galère à payer les croquettes du chat et à payer le PEMF, alors, quand même. Hein. Quand même. Les abonnés ne sont pas ciblés. Après, si vous êtes abonné, c'est normal que vous n'ayez pas de pub. Le principe, c'est que si tu prends un abo, tu n'as pas de pub. Tiens, je vais en profiter pour remercier les derniers abonnés. Hop là. Merci Daddy Dude. 2 mois, incroyable. Merci beaucoup. Valley Power Up. 5 mois, merci infiniment. Ainsi que Easy Plouk. Easy Plouk. Très drôle. Ah non, Easy Plouk. Je me suis laissé avoir. Merci pour ton 2e mois. Lady D 20. Eh bien, merci à Lady D. Merci beaucoup pour ton abonnement. Gouvernator, incroyable. 2 mois. Salut les moches, je suis là, tout va bien, incroyable. Serum Phi qui s'est abonné, merci infiniment. Pierrot l'Expat 96, incroyable, merci beaucoup mon cher Pierrot. Tismet, 2 mois d'abonnement. Je suis en alternance toutes les 2 semaines, tu m'accompagnes le lundi, mercredi, vendredi. Eh bien, merci mon cher Tismet. Arzetol qui prime, merci infiniment, ainsi que Rumiel 0410 qui s'est abonné. Merci mon cher Rumiel, ou ma chère d'ailleurs. Rumiel, merci beaucoup. Adrien qui prime, merci infiniment. Ah, ça y est, la pub, c'est terminé. Nickel. Allez, on repart. Hop, sans plus attendre. Écoutez notre ami Guillaume Kasbarian. Et j'ai vraiment très envie de l'appeler Jérôme, mais je ne sais pas combien. Je ne sais pas pourquoi. Hop. En même temps, au même moment, de façon assez historique. Ce qu'on essaye de faire, c'est de déverrouiller et la demande et l'offre. Sur la demande, on essaye de rencontrer les banques, c'est ce qu'on va faire demain avec Christophe Béchu, pour trouver de nouveaux instruments qui permettraient, peut-être avec des prêts in fine, des prêts à terme, de débloquer la situation et de permettre...
Alors c'est vrai qu'il y a une baisse des transactions immobilières qui est tout à fait, notable, euh, avec évidemment du fait de la hausse des taux de l'immobilier, un nombre de plus en plus grand de personnes qui ne peuvent accéder à la propriété, et c'est de cela qu'il est en train de parler quand il parle des banques et donc des prêts contractés par les immobiliers pour l'accès à la propriété. Voilà, c'est de cela qu'est en train de parler Guillaume Kasbarian. Notez que pour l'instant, la question du mal logement, du fait qu'un grand nombre de Françaises et de Français sont mal logés, voire non logés, cette question n'a toujours pas été abordée. Après, on en est à la 20e seconde d'interview. Est-ce que je ne suis pas un peu exigeant? Peut-être. À des Français de faire l'acquisition de l'appartement ou de la maison de leur rêve qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas se permettre d'acheter. Et puis sur l'offre, c'est un choc d'offres qui a été annoncé par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, qui vise à simplifier les procédures, qui vise à accélérer les constructions. Et c'est par exemple le sens de 22 territoires engagés pour le logement que nous avons sélectionnés, sur lesquels nous mettons le paquet pour débloquer les permis de construire, pour accélérer les procédures et pour boucler le modèle économique. Logement à construire. C'est du logement à construire. Ce qui est vrai, hein, pour le coup, il y a un vrai problème du point de vue de l'offre immobilier. Il faut construire du logement en France. Il faut notamment construire du logement social. Pas que, mais notamment. Après, sur la question de l'offre locative, on fait en sorte aujourd'hui de rénover des copropriétés dégradées. C'est le sens du projet de loi sur les copros dégradés qui est actuellement examiné au Sénat et qui va permettre d'éviter, par exemple, que 1,5 million de logements sortent du parc locatif parce qu'ils sont trop dégradés, trop abîmés. Donc, on va accélérer la rénovation de ces bâtiments pour que cette offre reste sur le marché et que l'on puisse toujours proposer des logements décents, de qualité, aux locataires dans les années. On va essayer de reprendre plusieurs des points que vous venez d'évoquer, notamment la question du logement neuf, de la construction de logements. Il y a de nombreux maires qui témoignent en disant qu'il y a une contradiction entre l'interdiction qui leur est faite d'artificialisation des sols, en gros de rajouter de la bétonisation, de rajouter de l'urbanisation. Accélérer la rénovation quand on baisse le budget pour... Alors, c'est un peu différent. Je pense qu'il parle de deux choses. Là, il parle de rénovation de logements dégradés. Donc, manifestement, proposition de loi au Sénat. Voyons ce qu'il en dit, parce que moi, je n'ai pas suivi ce dossier-là de près. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, et c'est différent, ma prime rénov' a été effectivement diminuée. Mais ça, c'est moins la rénovation, c'est plus la rénovation thermique des bâtiments. C'est plus pour faire l'isolation des bâtiments, qui, effectivement, vient d'être amputée par le gouvernement dans le cadre du plan d'économie annoncé par Bruno Le Maire. Ils sont extrêmement contraints par les normes et, dans le même temps, d'essayer de construire. Est-ce que l'on se retrouve avec le même problème finalement qu'avec les agriculteurs? C'est-à-dire que les normes qui partaient d'un bon sentiment ont freiné, bloqué l'initiative. Alors, les normes partent pas d'un bon sentiment, hein. Effectivement, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif ZAN, Zéro Artificialisation Nette, qui vise à lutter contre l'artificialisation des sols. On rappelle que lutter contre l'artificialisation des sols, c'est pas un bon sentiment, c'est pas des normes, c'est juste un impératif écologique, hein. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut sanctuariser les sols non artificialisés parce que c'est un refuge pour la biodiversité. C'est notamment, pas seulement, mais notamment l'artificialisation des sols qui est, pas seulement du tout, hein, mais c'est notamment ça aussi, qui est responsable de la dégradation de la biodiversité depuis des décennies maintenant. Par ailleurs, il y a évidemment des questions agricoles qui se posent, hein, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un vrai enjeu de souveraineté alimentaire, alors même si bien sûr, la définition de la souveraineté alimentaire par le ministre de l'Agriculture est tout à fait curieuse, mais malgré tout, il y a un enjeu de souveraineté alimentaire et que donc, dans un pays qui est un grenier, qui est un pays agricole comme la France, c'est pas une mauvaise idée de conserver des sols pour l'agriculture. Donc, on a ce dispositif. Par ailleurs, je vous rappelle que le dispositif Zéro Artificialisation Nette, Laurent Wauquiez avait annoncé qu'il refusait que ça s'applique dans sa région, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez avait dit « pas du tout, ça ne s'appliquera pas, nous n'allons pas appliquer le dispositif zéro artificialisation nette ». On lui avait dit « mais Laurent, c'est la loi de la République en fait ». En fait, le problème c'est que t'as beau être président de région, il faut quand même respecter les lois de la République, il me semble que tu es attaché à l'ordre républicain. Il avait dit « pas du tout, nous ne respecterons pas le dispositif zéro artificialisation nette ». On a eu, si vous n'aviez pas suivi ce dossier, on a eu la conclusion en début de semaine. Laurent Wauquiez a annoncé que finalement,
il allait respecter le dispositif zéro artificialisation nette, ce qui est normal, hein, parce que sinon tous les permis de construire délivrés allaient de toute façon être cassés en tribunal administratif, par définition. Hein. Donc il a dit ok, c'est bon, on va le respecter, mais, dit-il, parce que j'ai eu des concessions importantes de la part du gouvernement. Et donc, comme j'ai eu des concessions importantes, salut Ferdibi, incroyable, comme j'ai eu des concessions, on parle de Laurent Wauquiez, ton grand ami, comme j'ai eu des concessions importantes de la part du gouvernement, eh bien oui, j'accepte d'appliquer ce plan zéro artificialisation nette amendé, n'est-ce pas? Il a eu zéro concession. Hein. Immédiatement après, communiqué du gouvernement qui dit bah en fait on a rien changé. Hein. En fait c'est la même loi. Hein. Nous on n'a pas amendé quoi que ce soit. Hein. C'est juste que c'est juste qu'il s'est rendu compte qu'en fait tous ces permis de construire allaient être cassés en tribunal administratif. Du coup il a dit bon bah d'accord. Bref, Laurent Wauquiez bien sûr. Hein. Mais Laurent Wauquiez qui décide tout seul, qui annonce tout seul comme un grand dans son coin, qui ne va pas respecter les lois de la République, le dispositif zéro artificialisation nette. Laurent Wauquiez qui propose comme ça tranquillement de supprimer le Conseil constitutionnel en disant finalement, si la majorité avait le droit d'opprimer les minorités, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de la République? Mais voyez, lui il est dans l'arc républicain, n'est-ce pas, hein, parce qu'il est membre des Républicains et que c'est le candidat potentiel des Républicains à la présidentielle et que les Républicains sont un partenaire du gouvernement. Ils font donc partie de l'arc républicain, comme le dit Emmanuel Macron. Tout va bien, tout va bien, hein, tout va bien. On a un président de région, une des régions les plus riches de France, hein, la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a un président de région qui annonce qu'il ne va pas respecter le cadre républicain et qui veut supprimer le Conseil constitutionnel. Mais ça va, ça, eux, on les fustige pas. Eux, on les fustige pas. On préfère fustiger les insoumis, n'est-ce pas, qui, eux, ne sont pas républicains, qui eux sont anti-parlementaires, bien sûr. Bref, ne me lancez pas là-dessus. On écoute Guillaume Kasbarian. Les deux ne sont pas incompatibles. Effectivement, ce qu'on demande aux élus, c'est de réduire le rythme d'artificialisation. C'est pas de l'interdire, c'est de réduire le rythme. Mais pourquoi? Vous avez parlé des agriculteurs. Nous souhaitons protéger les terres agricoles. Si demain, tous les champs, nous les bétonisons et qu'il n'y a plus d'agriculture, on ne pourra pas atteindre l'objectif non plus de souveraineté alimentaire. Donc on a besoin de ralentir Lui aussi, il dit souveraineté alimentaire. Je serais curieux d'avoir sa définition. Le rythme d'artificialisation. Donc vous allez maintenir ça, vous n'allez pas alléger ces normes-là. On a une ambition qui est claire, on l'a déjà d'ailleurs adaptée avec les sénateurs pour donner un peu de flexibilité, Construire plus en hauteur du calcul un certain nombre de projets, mais effectivement il va falloir faire avec un rythme d'artificialisation qui sera plus faible à l'avenir. Mais vous venez de le dire à l'instant, il y a des solutions pour construire différemment, pour densifier. Par exemple, le fait de monter de quelques étages permet d'amortir le prix du foncier qui du coup va augmenter dans les années qui viennent. Le fait de densifier quand l'on peut, ça permet de construire plus d'offres de logements sur un même terrain foncier. Le fait éventuellement sur des prêts un peu innovants de sortir le prix du foncier et d'avoir des mécanismes de financement qui sortent le prix du foncier du calcul, là aussi c'est de nature à améliorer le système. Donc on va essayer de trouver très technique tout ça, hein, très technique, pas de choses, pas grand chose à en dire. On attend quand même le moment où on parle des mal logés. Hein. Après, c'est peut-être ma faute, c'est peut-être moi qui suis un peu taquin. Solution pour faire en sorte que cette règle sur l'artificialisation, cette ambition pour l'agriculture, pour l'écologie ne soit pas incompatible avec plus d'offres de logement. On fait le maximum, mais il faut garder une ambition quand même importante et ne pas bétoniser. Que j'ai pas tout à fait comprise et qui justement, là encore, pose la question de quelle ville pour demain, quelle part d'artificialisation des sols, c'est le rapport au pavillon. L'une de vos précédentes collègues, la ancienne ministre du Logement Emmanuelle Wargon, avait estimé que le modèle du pavillon, le modèle de la maison individuelle, était daté. Qu'à une époque où le prix de l'essence, ou l'usage de la voiture, ou le prix de l'énergie même... Oh là, il a l'air suspicieux. Il n'a pas l'air convaincu. Hein. Pour tenter de chauffer des maisons individuelles, tout cela rendait caduc le pavillon. Et puis on a eu Gabriel Attal qui, il y a 2 semaines, dit c'est le rêve français qu'il ne faut pas tuer de la maison individuelle. Alors, bonne question de la journaliste Apolline de Malherbe, hein, qui place ici le gouvernement face à ces contradictions, avec une ancienne ministre du Logement qui dit le modèle pavillonnaire c'est terminé, on n'aura jamais de quoi... artificialiser suffisamment de sol pour loger les gens dans des maisons individuelles, donc il faut y renoncer. Et Gabriel Attal qui, dans son grand élan de la France c'était mieux avant, retour à l'âge d'or, le modèle français des années 60, qui dit qu'au contraire, le modèle pavillonnaire, c'est le rêve. Qu'en dit le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian?
En 3 ans, c'est 2 discours radicalement différents. Mais Qui croire? Gabriel Bonne question, elle fait son taf, Apolline de Malherbe. Attal a parfaitement raison de dire que c'est un rêve de beaucoup de Français que d'avoir un petit pavillon, un pavillon avec un petit jardin. Allez-vous le favoriser, Et donc, ce rêve? C'est ça la En question. tout cas, on veut préserver totalement ce rêve, cette aspiration. Alors, on veut, en rhétorique, ça n'engage absolument à rien. On veut préserver ce rêve. Alors là, ça c'est vraiment, ça c'est du vide absolu, hein. On veut préserver ce rêve. Le verbe vouloir exprime évidemment une intention, n'exprime pas une décision, n'exprime ni une décision ni un engagement. Attention, hein, le verbe vouloir n'exprime ni un engagement et encore moins une décision, enfin ni une décision ni même un engagement. Le verbe vouloir exprime une intention vague et floue. Donc on veut favoriser ce rêve, ça n'engage absolument à rien. Quand vous entendez, c'est important, hein, quand vous entendez un responsable politique dire « on veut faire ceci », c'est comme s'il n'avait rien dit. C'est comme s'il n'avait absolument rien dit. Derrière, quelle que soit la suite de la phrase, c'est du vide absolu. Alors il faut faire attention, parce que si derrière la suite de la phrase est dégueulasse, ça peut être une manière de tester, de faire des ballons d'essai de propositions qui peuvent derrière acquérir une réalité. Donc il faut faire attention à ne pas se faire avoir par l'effet de simple présentation, hein. Le fait que plus une idée nous est présentée, plus elle nous devient familière et plus on est prompt à l'accepter. Donc il faut faire attention à ça. Mais sachez que quand on dit « je veux faire quelque chose », on ne prend aucun engagement. Ça n'est donc rien de concret. Donc là, ici, Guillaume Kasbarian botte en touche avec un artifice rhétorique qui lui permet de répondre sans rien dire au fond. Raison de dire que c'est un rêve de beaucoup de Français que d'avoir un petit pavillon, un pavillon avec... Ça définit un cap? Non, non, ça ne définit pas un cap. Ça donne une intention sur un cap éventuel. Mais en fait, personne ne peut t'en tenir pour responsable puisque tu n'as pris aucun engagement précis et encore moins annoncer une décision. Un petit jardin. Allez-vous le favoriser, Et donc, ce rêve? C'est ça la En question. tout cas, on veut préserver totalement ce rêve, cette aspiration des Français. Vous ne pouvez pas aller contre d'ailleurs un rêve et contre une aspiration profonde des Français. On veut préserver un rêve, une aspiration, il n'a absolument rien dit. La réalité, c'est comment est-ce qu'on l'accompagne, comment est-ce qu'on la rend possible, comment est-ce qu'on permet également à des personnes Pour qui ont vous, des ça n'est pas pavillons- obsolète. Le absolument rêve pas. du pavillon, Non, le au pavillon. moment où le coût de l'énergie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Emmanuel Vargon, Ce que je dis, il faut du logement pour tous. Il y a des qui était situations dans ministre du toutes les Logement situations. de Gabriel. Dans les zones urbaines, d'Emmanuel fortement- Macron, hein. dans les zones urbaines fortement densifiées, compliqué à Paris Centre de trouver un pavillon avec jardin. Bon, Merci, Captain Obvious. donc les choses sont complètement différentes. Ne jouez Mais pas là-dessus, sur ce Guillaume sujet-là- Kasbarian. Elle est bien, Apolline de Malherbe, quand même, hein. Elle le reprend immédiatement, hein. On parle évidemment Mais moi, je ne pose pas les différents du logements entre eux. pavillon Ce que je réponds, Madame en de zone Malherbe, notamment ce périurbaine. que je dis, Madame de la Malherbe, c'est que je n'oppose pas les modèles d'habitation entre eux. Il y a dans les zones urbaines des situations où il n'y a pas de pavillon, on est sur de la hauteur, de la densification des appartements. Il y a dans la ruralité, dans les zones périurbaines, un modèle de pavillon qui est un modèle qui est louable, qui est un modèle des Français, qui est une aspiration profonde et un rêve. Ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte que parfois les pavillons et les zones pavillonnaires soient peut-être un peu plus densifiés, que l'on permette éventuellement aux propriétaires de pavillons de construire des dépendances ou de nouveaux logements quand ils le peuvent, des extensions. Attends, je comprends pas. Ouais. Ok. Donc son rêve, c'est que quand tu as un pavillon, tu puisses construire une petite dépendance pour y loger des gens dedans, c'est ça? C'est ça le... C'est ok, soit. Favoriser ce type d'extension qui permettrait de louer éventuellement et d'avoir plus voilà. de locataires, plus de personnes qui peuvent se loger dans des zones pavillonnaires. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de respecter et de valoriser cette aspiration et ce rêve des Français et de le rendre tout à fait compatible avec la crise du logement que nous connaissons, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Moi, j'essaye. Alors, voyez quand même que la rhétorique, c'est ce que l'on dit et c'est aussi ce que l'on ne dit pas. Alors, bien sûr, les questions de la journaliste orientent les réponses du responsable politique. Mais dans sa question initiale, dans sa présentation initiale, hein, souvenez-vous, Apolline de Malherbe avait bien parlé de ces millions de Français qui attendent un logement social et qui n'en bénéficient pas. On en est déjà à plus de la moitié de l'interview, 6 minutes 20, et Guillaume Kasbarian n'a parlé que des Français qui souhaitent accéder à la propriété,
que les Français qui cherchent un logement pour se loger, ce qui est une vraie problématique. Hein. Aujourd'hui, honnêtement, toutes celles et ceux parmi vous, vous le savez, qui cherchaient un logement pour vous loger, qui cherchaient enfin pour vous loger, c'est un pléonasme, qui cherchaient à louer un logement, vous savez que dans de nombreuses zones, c'est très difficile. Dans de nombreuses zones, c'est très difficile. Donc, il y a un vrai problème d'accès non seulement à la propriété, c'est ce dont il parle beaucoup, mais aussi d'accès à la location, et y compris pour des gens qui sont, vous voyez, pour toutes celles et ceux parmi vous qui êtes trop aisés pour bénéficier d'un logement social et pas assez riches pour que ce soit facile de se loger. Et ça fait un paquet de monde. Hein. Vous savez que l'accès à la location est devenu en France très compliqué. Donc c'est un vrai problème ce dont il est en train de parler. Cela dit, on est à plus de la moitié de l'interview et toujours pas un mot pour les millions de Français qui sont très mal logés et qui sont en attente d'un logement social, et pour les centaines de milliers, les 330 000 Français qui, eux, sont à la rue. Juste de comprendre et de vous suivre d'un ministre à l'autre pour un Moi, même je suis sur la ligne de Gabriel Attal qui a été très clair quand nous étions ensemble à Villejuif et qui a réaffirmé que le rêve de beaucoup de Français, c'était effectivement d'être propriétaire d'un pavillon. Et quand vous parlez... Donc, ils ont vraiment choisi leur électorat. C'est-à-dire que on est dans un moment où, quand même, hein, on est dans un moment où, on le répète, 330 000 personnes sont à la rue, dont parmi elles, des milliers d'enfants. On est dans un moment où on a 2,6 millions de Français qui attendent un logement social, qui en attendant sont mal ou très mal ou non logés. On est dans un moment où des millions et des millions de Français, pourtant plus ou moins aisés, en tout cas pas dans la grande difficulté, où des millions et des millions de Français ne trouvent pas à louer, ont du mal à louer leur appartement dans les zones en tension. Et on vient de faire 6 minutes sur l'achat de pavillons. Voilà. Écoutez, je vous laisse apprécier. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça vous donne l'ordre et le sens des priorités du ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. L'agrandissement, vous pensez notamment au fait d'aider, par exemple, ceux qui ont un garage à transformer ce Urbaniste en train de péter son crâne contre un mur en écoutant l'interview. Garage en pièce à vivre. Exactement. Ça fait partie des solutions. Ça permet de mettre plus d'offres de logement dans une zone pavillonnaire sans remettre en cause l'aspiration de beaucoup de Français de vivre dans un pavillon. Je veux transformer mon garage là en pièce à vivre. Vous m'aidez comment? En simplifiant les règles. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça le problème essentiel du logement? Avec les maires et avec la volonté des maires, de sorte que vous puissiez le faire sans être bloqué d'un point de vue administratif. Que vous puissiez éventuellement avoir une petite dépendance que vous pouvez mettre à disposition d'un étudiant, d'une personne qui en a besoin, que vous puissiez avoir une extension de votre maison, la création d'un autre bâtiment. Ah bah si, ce que ça change de transformer ton garage en pièce à vivre, c'est que tu peux le louer, bien sûr. Au sein de votre terrain. Une sorte d'annexe. Une sorte d'annexe si possible, ce qui permettrait de redonner de l'offre dans une zone pavillonnaire, puisqu'il y a des jardins et qu'il y a des possibilités de construire. Mais tout ça, on le fait en lien avec les élus locaux, mais il y a un sujet administratif de comment est-ce qu'on facilite ça. Vous m'avez dit au début de cette interview. Sachant que, en fait, là où il y a un vrai décalage, c'est alors je pose la question parce que bon, c'est un dossier que je connais pas intimement, mais est-ce que vraiment les zones pavillonnaires, c'est les endroits où on a besoin de créer du petit logement, type je transforme mon garage en studio de 20 ou 30 mètres carrés à louer. Est-ce que c'est dans les zones pavillonnaires où on a besoin de ça, sachant que ce genre de petit logement, on en a plutôt besoin, me semble-t-il, dans les zones urbaines très denses. Quand tu es un étudiant, est-ce que vraiment tu vas aller te caler dans une zone pavillonnaire où tu vas avoir besoin d'une bagnole pour partir de chez toi? C'est une vraie question, quoi. C'est une vraie question. Mais peut-être que oui, en réalité. Hein. Peut-être que de toute façon, ce qui est le vrai problème en France, notamment à Paris, hein, le vrai problème, c'est qu'en fait, dans une partie des zones urbaines, le logement est quasi saturé. Et donc, les étudiants et les pauvres, tu les renvoies de plus en plus loin, quoi. Il y avait un certain nombre de logements. Si on construit une dépendance, on artificialise. Oui et non. C'est justement de ça qu'il parle. C'est-à-dire que tu artificialises, oui, mais tu artificialises ton jardin, grosso modo. De toute façon, ce n'était pas des terres agricoles. Vétuste, qu'il était difficile donc de louer ou même de céder. Et dans le même
qu'on facilite ça. Vous m'avez dit au début de cette interview que il y avait un certain nombre de logements vétustes, qu'il était difficile donc de louer ou même de céder. Et dans le même temps, il y a 1 milliard d'euros qui ne va plus être alloué alors que c'était prévu à MaPrimeRénov'. Alors je crois que c'est pas la même chose. Je crois que MaPrimeRénov', c'est vraiment pour l'isolation des bâtiments et pas que l'isolation d'ailleurs. Hein. Tu peux, avec MaPrimeRénov', tu peux faire, tu peux remplacer ta chaudière par exemple. Mais MaPrimeRénov', il me semble, mais peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est vraiment ciblé sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Et pas sur la rénovation de logements vétustes, ce qui est encore autre chose. Est-ce que ça faisait pas partie normalement de la rénovation? Je comprends plus. Alors, déjà, il y a une ambition d'économie que moi j'assume, que je revendique, et donc j'assume les économies qui sont annoncées. Sur MaPrimeRénov', ce qui a été décidé, ce n'est pas une baisse du budget par rapport à 2023, c'est une baisse d'une augmentation qui était prévue pour 2024. C'est de renoncer. Ah, elle est bien celle-là. Elle est pas mal. Ah, elle est pas mal. Putain, et alors vous avez vu ça sans trembler des guibolles, hein, vraiment ferme sur ses appuis. Non, mais ce qui a été prévu, c'est pas une baisse du budget par rapport à l'an prochain, c'est une baisse de l'augmentation qui était prévue. Donc au fond, tout va bien. Alors je vous rappelle, voilà, que le vrai problème, c'est que l'isolation des bâtiments, c'est un des plus gros enjeux écologiques que la France ait devant elle. C'est l'isolation des bâtiments, il faut le dire parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. L'isolation des bâtiments, c'est un des domaines où la transition énergétique est la plus simple et la moins douloureuse. Alors elle est coûteuse, mais elle est la plus simple et la moins douloureuse. C'est-à-dire que effectivement, si tu commences à dire aux gens, les gars, il va falloir manger moins de viande. Tout le monde est outré et t'explique que ça touche à ton mode de vie. Et on peut l'entendre. Si tu dis aux gens, il va falloir moins prendre l'avion, tout le monde est outré et estime que ça touche à son mode de vie. Et on peut l'entendre aussi. Bon, si tu dis aux gens, les gars, désolé, il va falloir moins prendre la bagnole, donc achetez-vous des vélos, des trottinettes, pratiquez la course à pied, démerdez-vous, mais la bagnole, c'est terminé. T'as plein de gens qui te répondent, non mais attends, t'es gentil, moi j'habite à la campagne, comment je fais? Bon, ça engage le mode de vie. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est un énorme puits d'économie en CO2, énorme. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est un énorme puits d'économie en CO2 et ça ne touche absolument pas au mode de vie. C'est-à-dire, autant dire aux gens, chauffez-vous moins et mettez des pulls. Là oui, tu peux dire que quand même, mettre des pulls quand t'es chez toi, ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, tu sors de ton lit, tu cailles, le temps de mettre un pull et de te réchauffer. Tu vois, tu peux expliquer que ça, c'est quand même pas si simple à vivre. Mais la rénovation énergétique des bâtiments, en réalité, c'est... Il y a Chef Vautour qui dit premier poste avant le transport et l'alimentation. C'est potentiellement vrai. Il faudrait qu'on aille vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une manière d'économiser du carbone sans toucher d'un cheveu au mode de vie des Français. C'est-à-dire que simplement, tu rénoves les systèmes de chauffage. Donc tu vires tous les petits convecteurs électriques pourris qui sont sous les fenêtres et qui du coup chauffent dehors. Donc tu mets des pompes à chaleur partout où tu peux en mettre. Tu mets des convecteurs électriques nouvelle génération très efficaces partout ailleurs. Et puis évidemment tu isoles les bâtiments, tu fais en sorte que ce soit plus des passoires thermiques, tu fais en sorte que les fenêtres, les murs, la porte laissent pas rentrer le froid à l'intérieur du logement. Et en réalité, quand tu fais ça, non seulement, alors certes vous me dites ça coûte une blinde, oui ça coûte très cher, mais en fait aujourd'hui, je vous rappelle que sur le dossier de la transition énergétique, l'argent est le moindre des problèmes. En fait, c'est beaucoup moins difficile, je le rappelle, c'est beaucoup moins difficile de mettre de l'argent que de demander aux gens de modifier leur mode de vie. Tout le monde peut le comprendre. C'est-à-dire, de l'argent, ça se trouve, ça s'emprunte. D'autant que la rénovation énergétique des bâtiments, tout de même, c'est, il faut le dire, un investissement. C'est-à-dire que ça te coûte de l'argent aujourd'hui, mais sur le long terme, tu économises progressivement ton investissement parce que les Françaises et les Français dépensent de moins en moins pour leur énergie, dépensent de moins en moins pour leur chauffage, et donc ça leur libère des marges d'investissement ailleurs, ça permet de mieux
de mieux se nourrir, ça permet de mieux se soigner. Bon, bref, c'est vraiment tout bénef. Sur le long terme, c'est tout bénef. Donc, on est sur un dossier qui est absolument capital, qui est le dossier de la rénovation énergétique des bâtiments. En réalité, c'est totalement incompréhensible qu'on n'ait pas appuyé sur l'accélérateur, mais fois 10 000 sur ce dossier. Parce que oui, c'est cher, mais il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Tout le monde sait que c'est la première des décisions pour réduire l'impact carbone des Françaises et des Français. Tout le monde sait que c'est la première des décisions qui va nous permettre de tenir nos engagements internationaux, de donner l'exemple sur la question de la baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc de l'exemplarité climatique. Et tout ce que ça coûte, c'est de l'argent. Et de l'argent, on en a. Enfin, alors, ça en coûte beaucoup, mais de l'argent, on en a. En tout cas, on pourra en trouver. Je vous rappelle que c'est sur cette question-là, notamment, que Nicolas Hulot démissionne en 2019, si je ne me trompe pas, que Nicolas Hulot démissionne de son... 2019, oui. 2018, peut-être. En tout cas, c'est sur cette question-là que Nicolas Hulot démissionne de son poste de ministre de l'Environnement. Souvenez-vous, Nicolas Hulot qui dit... alors, il démissionne sur le lobby de la chasse. Mais pas seulement. Il dit, moi, écoutez, désolé, on a pris des engagements en termes de rénovation énergétique des bâtiments. L'argent n'est pas là. Voilà, moi, j'ai pris des engagements. Et quand je regarde le budget qui est mis, le budget n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je perds mes arbitrages à Bercy. C'est ce qu'il dit au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand sur France Inter. AOC, on n'y est pas encore. C'est tout à l'heure. Donc, cette question, la question de la rénovation énergétique des bâtiments, elle est capitale. Le gouvernement a déjà trop tardé. Le Haut Conseil pour le climat l'a déjà mentionné, qu'on était en retard sur les engagements qu'on a pris. Et donc là, Guillaume Kasbarian te dit très fièrement, non mais attendez, c'est quoi, c'est un milliard, c'est ça cet argent qu'on a réduit, effectivement, ça n'est pas réduit par rapport à l'an dernier, c'est réduit par rapport à l'augmentation prévue. Mais il faut augmenter. Il faut augmenter. C'est un engagement qui a été pris par le président de la République. C'est un engagement qui a été pris par le Premier ministre. Celui précisément de faire enfin avancer ce dossier qui est la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, quand tu coupes 1 milliard d'euros, parce que je crois que c'est de ça qu'ils ont parlé, quand tu coupes 1 milliard d'euros sur le budget que tu avais prévu pour un dossier capital qui a pris du retard, que ce milliard d'euros tu l'économises sur le budget de l'an dernier ou que tu l'économises sur une augmentation prévue, c'est toujours 1 milliard en moins, tu vois. À la fin, ça n'aura pas changé. Ça, c'est quand même quelque chose qui reste assez constant, tu vois. Donc là, merci Guillaume Kasbarian pour cette précision qui est une précision tout à fait inutile et encore une fois une manière de manipuler les chiffres parce que il faut le dire, c'est une manière de manipuler les chiffres, de les présenter à son avantage pour tenter de passer la réalité sous le tapis. La réalité, c'est que on n'a jamais été à la hauteur de nos ambitions sur cette question, on n'a jamais été à la hauteur des ambitions qui ont été affichées, déclarées, posées sur le papier et portés dans leurs paroles par le président de la République, Emmanuel Macron, par les premiers ministres successifs jusqu'à Gabriel Attal. On n'est pas à la hauteur de ces ambitions. On ne le sera toujours pas puisque on vient de couper 1 milliard d'euros sur cette question. Mais le ministre du Logement est serein. On le réécoute. Le nom de la rénovation, je ne comprends plus. Alors, déjà, il y a une ambition d'économie que moi j'assume, que je revendique, et donc j'assume les économies qui sont annoncées. Sur MaPrimeRénov', ce qui a été décidé... Alors... Toujours j'assume les économies qui sont annoncées. Bon, bah écoutez, il assume, il assume, aucun problème. Et donc j'assume les économies qui sont annoncées. Sur MaPrimeRénov', ce qui a été décidé, ce n'est pas une baisse du budget par rapport à 2023, c'est une baisse d'une augmentation qui était prévue pour 2024. C'est de renoncer à cette augmentation. C'est 1 milliard, on est d'accord, parce qu'attendez, on est d'accord que j'ai pas envie de remonter jusque... Je me suis pas trompé, c'est 1 milliard de baisse, hein, c'est ça. Je me suis pas gouré, dites-moi. J'assume, mais je suis pas responsable. On est d'accord que c'est 1 milliard, hein. Attendez, j'attends que vous me... Oui, 1 milliard, c'est ça. Ok, très bien. 1 milliard, incroyable. Il y avait dans le budget 1,6 milliard d'augmentation du budget sur MaPrimeRénov'. Finalement, il n'y en aura plus que 600 millions. Ben voilà. Il y avait 1,6 milliard sur MaPrimeRénov'. Finalement, il n'y aura plus que 600 millions. Bon, ben voilà, qu'est-ce que c'est? A priori, c'est bien quand même. Non, c'est pas... Ah, bon. Bon, bah d'accord. Normalement, c'est le moment où je devrais vous rappeler que le service national universel va coûter 2 à 3 milliards d'euros par an. Mais bon, voilà, écoutez, qu'est-ce que voilà. En même temps, je peux pas faire ça à chaque fois. En même temps, c'est un peu fallacieux de ma part. Et
Et en même temps, est-ce que c'est pas quand même nécessaire de revenir aux bases, aux piliers, hein, est-ce que c'est pas nécessaire à chaque fois qu'on vous explique qu'il n'y a pas d'argent magique, de rappeler que pour faire défiler les adolescents avec des casquettes et des t-shirts uniformés au pas sous le drapeau, que pour ça on a 2 à 3 milliards d'euros. Est-ce que c'est pas, voilà, hein, est-ce qu'il faut pas le rappeler à chaque fois quand même? On a enlevé 1 milliard de cette augmentation qui était prévue. Donc c'est quand même un budget qui est en hausse par rapport à 2023. Ah bah c'est bon si c'est en hausse, alors tout va bien. On a un enjeu en réalité de consommation de ce budget-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tuyau est parfois bouché. Et ce que nous disent les artisans, c'est que c'est trop compliqué parce que MaPrimeRénov', il y a besoin parfois d'un accompagnateur pour... Alors, là, encore une fois, le tuyau est parfois bouché. Alors, bon, métaphore, évidemment. Métaphore tout à fait à propos, hein, évidemment. Métaphore tout à fait endogène, bien sûr, au thème qu'il aborde, puisque on parle de rénovation des bâtiments, et pour rénover les bâtiments, les tuyaux sont bouchés. Vous voyez, on a ici une métaphore tout à fait cohérente avec le fond du propos, n'est-ce pas, une habile rhétorique. Bon, le tuyau est parfois bouché. Alors c'est intéressant parce que ce genre de formule, c'est des formules de type passif. Vous voyez, c'est des formules qui sont de type passif, c'est pas de la voix passive. Mais en fait ça l'est. Le tuyau est bouché. La voix passive, ce serait le tuyau a été bouché. Mais le tuyau est bouché, c'est une formulation de type passif, c'est-à-dire que l'agent de l'action, l'agent de l'action, c'est celui qui est responsable de l'action. L'agent de l'action, c'est celui qui est responsable de l'action. L'agent de l'action n'est pas dans la phrase. Okay, donc c'est pour ça qu'on peut parler d'une formule de type passif. Souvenez-vous, hein, la voix passive, c'est la voix qui renvoie l'agent de l'action au statut de complément et non plus de sujet. Voix active, le chat mange la souris. L'agent de l'action, le chat, est le sujet du verbe. Voix passive, la souris est mangée par le chat. L'agent de l'action, le chat, est renvoyé au statut de complément d'agent par le chat. C'est intéressant parce que... Pourquoi c'est intéressant les formulations de type passif? C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'une formulation de type passif, tu peux supprimer l'agent de l'action. Vous voyez, dans une phrase active, le chat mange la souris, tu ne peux pas supprimer l'agent de l'action. Mange la souris, ça ne veut rien dire. Vous voyez, donc la culpabilité, ou pour le dire autrement, la responsabilité de l'agent de l'action est inescamotable. Là, je le redis mieux, la responsabilité de l'agent de l'action dans une formulation active est inescamotable. Tu ne peux pas escamoter la responsabilité de l'agent puisqu'il est sujet de la phrase et qu'on ne peut pas supprimer le sujet d'une phrase. En revanche, quand l'agent est en complément, tu peux l'escamoter. La souris est mangée par le chat, tu peux tout à fait dire la souris est mangée. Et voilà la responsabilité du chat, et voilà la responsabilité du chat qui s'évapore. Écoutez ce que dit Guillaume Kasbarian. En réalité de consommation de ce budget-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le tuyau est parfois bouché. Aujourd'hui, le tuyau est parfois bouché. Qui est l'agent de l'action? On ne sait pas. L'agent de l'action a été escamoté. L'agent de l'action n'apparaît pas dans la phrase. Et donc, Guillaume Kasbarian se contente de le constater. Aujourd'hui, le tuyau est parfois bouché. C'est le moment. Peut-être. Après, c'est peut-être moi qui est malicieux. Il y a peut-être qu'à moi que ça le fait. Mais peut-être est-ce le moment, on ne sait pas. Peut-être est-ce le moment de poser la question suivante. Qui est en responsabilité depuis 7 ans? Qui a créé ce dispositif il y a de nombreuses années? Vous voyez, le tuyau est parfois bouché. Non, nous n'avons pas fait un dispositif suffisamment simple pour que les Français puissent s'en emparer. Vous voyez? Et c'est vrai que MaPrimeRénov', c'est quand même une illustration assez claire de la France des photocopies, comme disait l'autre. Puisque, évidemment, il faut remplir 75 documents CERFA pour espérer bénéficier de ton truc. Donc, effectivement, hein, c'est vrai que le tuyau est un peu bouché. Mais enfin, quels sont les responsables, hein? Je pose la question. Je vous laisse apporter la réponse. Et ce que nous disent les artisans, c'est que c'est trop compliqué parce que MaPrimeRénov', il y a besoin parfois d'un accompagnateur pour le faire quand c'est des rénovations complexes. Il y a des labellisations, par exemple RGE, qui peuvent être parfois complexes. Et il y a parfois des monogestes, des changements simples, par exemple de chaudière, de système de chauffage, qui ne sont pas pris en charge. Ce qu'on essaye de faire avec la FFB et la CAPEB en lien avec...
Ah, la FFB et la CAPEB. Alors là, ça sort les acronymes, évidemment. C'est une manière de réduire tout le monde au silence, hein. Je ne sais absolument pas ce que c'est que la. Si FFB, j'imagine Fédération Française des Bâtiments. La CAPEB, aucune idée. Personne ne sait ce que c'est. Une manière de dire, tu sais pas ce que c'est? Bah ta gueule alors. Tu vas pas commencer à me contredire, hein. Et bien sûr Christophe Béchu, c'est de simplifier les règles de telle sorte que MaPrimeRénov' devient accessible à beaucoup de personnes parce En lien avec le SGEG, le SGEG. qu'aujourd'hui, il y a des complexités. La sur rendre le plus sujet. facilement accessible, Oui. mais effectivement avec un tout petit peu moins d'ambition, en tout cas à Oui. court terme que ce que vous aviez Un tout petit peu moins d'ambition, elle est gentille quand même, hein. 1 milliard de moins, tu passes de 1 milliard 600 millions à 600 millions, t'as juste divisé par 3, tu vois, tranquille, hein. imaginé. Est-ce que dans le même temps, les fameuses normes dont vous parlez à l'instant, c'est-à-dire si on veut vendre son logement et qu'il ne remplit pas aujourd'hui les fameux critères qui démontrent De DPE. qu'il n'est pas On va parler du DPE. Alors c'est un dossier compliqué le DPE. trop consommé. DPE diagnostic. Ah putain, DPE diagnostic. Je me souviens jamais du P. Diagnostic de performance énergétique. Voilà, diagnostic de performance énergétique. Consommateur trop chronophage en termes d'énergie. Est-ce que cette norme, est-ce que cette labellisation, vous allez l'alléger dans le même temps? Alors, ou est-ce que vous allez continuer à demander le même critère, mais sans les aides? Ce qui est demandé là, c'est de faire un diagnostic de performance énergétique et ce que l'on demande, c'est que PEMF, PEMF. Pourquoi PEMF, PEMF? Qu'est-ce qui se passe? des passoires énergétiques qui consomment énormément d'énergie, y compris pour les locataires, puissent être rénovées pour continuer à être... Mais c'est tout le paradoxe, vous le comprenez bien. Et- Vous demandez ce diagnostic Bien sûr. et en même temps, vous Ah, diagnostic PEMF, ok. donnez plus les sous pour la rénovation. Si, on continue à donner les sous. C'est quand même le 3e budget du ministère. Je peux vous assurer que c'est un des plus gros budgets du ministère du logement. Donc, pas d'inquiétude sur le fait que... Oui, en fait, c'est fou parce que dire, comme il le dit tout à l'heure, dire on augmente moins que prévu, ça donne l'impression que ça n'est pas un recul. Mais vu que cela fait des années qu'il n'augmente pas assez, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat, toutes les observations qui disent que la France est en retard sur ce dossier, le dossier de la rénovation des bâtiments. Vu que cela fait des années qu'il n'augmente pas assez, réduire l'augmentation, c'est continuer de prendre du retard sur ce qu'il faudrait faire en termes de rénovation énergétique des bâtiments, vous voyez. Et donc là, on a vraiment une présentation qui est une présentation sinon sophistique et frauduleuse, parce qu'elle est pour le coup pas frauduleuse, mais une présentation qui est à l'avantage du gouvernement, alors que la réalité, c'est que c'est bien un recul majeur sur les ambitions écologiques affichées par ce gouvernement. Il y a bien un budget et que l'enjeu, c'est d'ailleurs plutôt de le consommer. Non, l'enjeu sur le diagnostic que vous venez d'évoquer, c'est de faire en sorte que les Français puissent faire leurs travaux quand ils décident de louer leur logement et éviter toute sortie du marché locatif. Et on a pris la décision avec Christophe Béchu, par exemple, de simplifier ce DPE et de faire en sorte pour les petites surfaces, les petits studios, les moins de 40 mètres carrés, on ait une révision de l'algorithme qui permette de mieux prendre en compte le chauffage sanitaire, de l'eau chaude sanitaire, dans le calcul. Concrètement, ça veut dire que vous allez avoir 140 000 logements qui vont sortir des catégories F et G et repasser dans un DPE qui et est qui seront donc supérieur à nouveau et qui sont potentiellement du coup, sur le qui sont marché. totalement sur le marché. Alors ça, c'est intéressant. Donc là, on a ce qui a été annoncé effectivement par Guillaume Kasbarian il y a déjà plusieurs semaines, qui est le fait qu'ils vont modifier le calcul du diagnostic de performance énergétique. On va aller voir tout à l'heure, si vous voulez, éventuellement l'article du Monde. Il y a Le Monde qui a fait un bon article sur cette question qui fait le point. Le Monde montre effectivement, et en fait c'est ce à quoi se réfère ici Guillaume Kasbarian, que en proportion, il y a beaucoup plus de petites surfaces qui sont classées F et G. Donc attention, hein, les logements F et G, c'est des logements pour lesquels on ne peut d'ores et déjà plus augmenter le loyer, parce qu'ils sont catégorisés passoires énergétiques. Et c'est des logements que dans les années qui viennent, on ne pourra même plus louer. Donc attention, hein. C'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que dans les années qui viennent, les propriétaires de logements F et G ne pourront plus les louer, devront en faire la rénovation énergétique avant de pouvoir le remettre sur le marché de la location. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de logements F et G dans les petites surfaces que dans les grandes surfaces. Et ce que dit le gouvernement, et qui est, on va dire l'article du Monde, mais ce que dit le gouvernement et qui a l'air d'être une part de la vérité. Ce que dit le gouvernement, c'est que s'il y a un tel déséquilibre, c'est parce que les règles de calcul du DPE font que,
à efficacité énergétique égale, une grande surface va être classée C ou D. Enfin, plutôt, une grande surface va être classée D ou E, quand une petite surface va être classée E ou F. Et en fait, le gouvernement nous dit, mais en fait, l'efficacité énergétique du logement est la même, c'est juste qu'on a mal fait notre calcul au départ. Il semble que ce soit une partie de la vérité. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi une autre part de la vérité qui est que les logements, les petites surfaces sont avant tout des surfaces en location. Ou du moins, la part de logements en location est beaucoup plus grande dans les petites surfaces que dans les grandes surfaces. C'est-à-dire que, en fait, la plupart du temps, quand tu es propriétaire de ton logement, tu es propriétaire d'une grande surface, 50, 60 mètres carrés ou davantage, parce que le logement que tu achètes, la plupart du temps, c'est le logement pour loger ta famille. Alors que les petites surfaces, en proportion, comprennent beaucoup plus de location, bien évidemment, puisque c'est rare de pouvoir tout simplement se payer son 20 ou son 30 mètres carrés quand on est étudiant. La plupart du temps, tu te contentes de le louer parce que tu as un capital ou l'accès à un capital qui est très limité. Et le moment où tu achètes, c'est le moment où précisément tu as pu mettre un petit pécule de côté, tu as une rémunération qui est meilleure. Et ce que tu achètes, c'est directement ton appartement familial. Donc 40-50 mètres carrés ou au-delà. Donc c'est important parce que ça veut dire que il y a plein de manières de lire ce chiffre. Le gouvernement nous dit, et alors là, moi, j'ai pas l'expertise pour trancher, mais j'attire quand même l'attention sur le fait que le gouvernement nous dit le mode de calcul défavorise les petites surfaces. C'est peut-être vrai en partie, mais ce qui est probablement vrai aussi, sans doute à minima aussi vrai. Oui, c'est sans doute à minima aussi vrai, c'est que quand tu es propriétaire d'une petite surface, la plupart du temps, tu la loues. Donc, si tu loues ta petite surface, tu t'en fiches que ce soit une passoire énergétique, puisque c'est ton locataire qui paye la facture d'électricité. Par contre, quand tu es propriétaire d'une grande surface, la plupart du temps, tu l'habites. Donc là, la performance énergétique, elle t'importe, puisque c'est toi qui payes la facture d'électricité. Donc, ce qui est tout à fait possible, c'est que si on a beaucoup plus de logements F et G dans les petites surfaces que dans les grandes surfaces, c'est peut-être que le mode de calcul désavantage les petites surfaces, il y a peut-être un peu de cela, mais il y a peut-être aussi, il faut y être très attentif, il y a peut-être aussi un phénomène qui n'a rien à voir, qui est que quand tu es propriétaire d'une petite surface, c'est pour la louer, donc tu t'en fiches de la rénover parce que c'est ton locataire qui paye la facture d'électricité, alors que quand tu es propriétaire d'une grande surface, tu l'habites, et donc là, oui, tu fais les travaux d'isolation, les travaux de remplacement de chauffage, parce qu'en fait, c'est toi, in fine, qui payera une moins grande facture d'électricité. Ce qui est sûr, c'est que la loi actuelle, quand bien même elle défavoriserait les petites surfaces, quand bien même c'est vrai, la loi actuelle, elle allait forcer des logements qui, de toute façon, ne sont pas très performants énergétiquement. Parce que même si tu as des logements F et G qui deviennent D et E, c'est pas ouf quand même, tu vois. C'est pas ouf quand même. Un logement E, ça reste pas une passoire énergétique, et encore que, mais ça reste aujourd'hui un logement qui n'est pas très efficace. Et donc, même si quand bien même le mode de calcul, quand bien même le mode de calcul désavantagerait aujourd'hui les petites surfaces. Il allait malgré tout forcer les propriétaires de petites surfaces qui les louent à les rénover, ce qui était de toute façon dans l'intérêt des locataires. Donc, de toute façon, la décision qu'annonce Guillaume Kasbarian, in fine, la conséquence qu'elle aura, c'est que des logements qui sont de toute façon pas très efficaces énergétiquement et qui auraient dû être rénovés, ces logements vont pouvoir être reloués sans avoir à être rénovés, ce qui sera in fine à l'avantage des propriétaires et au désavantage des locataires. Donc, cette décision annoncée par Guillaume Kasbarian, elle est directement à l'avantage des personnes qui sont propriétaires d'un logement qui le louent à des étudiants ou à des personnes peu aisées, parce que généralement, quand tu habites dans une petite surface en F ou G, c'est que tu roules pas sur l'or, quoi. On va pas se le cacher. Donc là, on a clairement une décision, vous le voyez, qui est à l'avantage des propriétaires, quelle que soit la manière
d'y penser. Alors, ce qui est important, c'est j'en vois certains qui le disent dans le chat. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que la France, les propriétaires qui louent leur logement ne sont pas forcément des gens qui roulent sur l'or. Attention, hein, il faut quand même dire ça. Il faut quand même rappeler que les Françaises et les Français qui sont propriétaires et qui louent leur logement ne sont pas toujours des gens qui roulent sur l'or. C'est parfois des Françaises et des Français qui ne peuvent pas acheter leur propre logement parce que ils sont. C'est un cas en fait assez fréquent. Ils ont une famille, ils ont besoin. Mais tu as raison, Hugo Nono, c'est vers ça que je me dirige. Mais suivez-moi avant toute chose. Il y a des propriétaires de logements qui le louent, qui sont dans la situation suivante. Ils ont une famille, ils ont besoin d'habiter dans la ville où ils travaillent, Paris, Bordeaux, Bordeaux sont des bons exemples. Paris, Bordeaux, des villes où le foncier, enfin pas le foncier, des villes où l'immobilier est très cher. Donc, ils ont une famille, ils ont besoin d'habiter dans une ville où l'immobilier est très cher, ils ont besoin d'une assez grande surface. Hein. Quand tu as une famille, il faut 50, 60, 70 mètres carrés. Si tu peux avoir plus, c'est quand même mieux. Il faut que les gamins aient leur chambre. Enfin, ouais, c'est des vrais besoins. Et ces gens-là ne sont pas en position d'acheter leur appartement. C'est-à-dire, tu as pas mal de gens ils ont un peu d'argent. Ils ont fait un petit héritage, ou ils ont mis un peu d'argent de côté, ou ils sont en position de pouvoir emprunter à la banque, ils veulent faire un petit investissement. Mais un investissement de 100, 150, 200 000 euros, ils peuvent mettre 200 000 euros, ils peuvent emprunter un peu. Bon, 200 000 euros, c'est le patrimoine médian des Français. Attention, on est chez des personnes qui ne sont pas en difficulté, mais qui ne roulent pas sur l'or pour autant, vous voyez. Et donc, tu as des gens qui, dans cette situation, disent « Bon, je ne peux pas acheter mon logement, mais j'aimerais bien commencer à faire un peu d'investissement. J'aimerais bien commencer à mettre un peu d'argent dans de la pierre. Ce que je fais, c'est que j'achète ce que je peux acheter, c'est-à-dire un studio, et puis je le mets en location. » Donc, il faut faire attention. Tu as des propriétaires qui ne roulent pas sur l'or. Et la France, des petits propriétaires, ça existe. Mais, j'aimerais vous retrouver... Alors, je l'avais en tête, et là, je l'ai perdu. Donc, je vais vous rechercher le chiffre en direct. Hop, il y a un chiffre qui est complètement dingue et qui va, j'imagine, voilà. Il y a, voilà, attention, hop, bah tiens, j'ai le, ok, absolument. Toc. On est sur France Info. Et tenez-vous bien, le chiffre est le suivant et il a été cité par Jean-Luc Mélenchon durant la dernière présidentielle. C'est un article de mai 2022. Le chiffre vient de l'INSEE. 3,5%. Ah putain, pub. Bon bah j'attends. Pub. Attendez, on repasse ici du coup. Pub. J'attends. Hop là. Bon, je profite de la pub pour faire une petite pause. Hein, petite pause, les amis. Le thé est vide. Le café est vide. Il y a même le sachet de thé dans le café. C'est n'importe quoi. Quel cliffhanger. Attention. Hein. Petite pause. On va se remettre... on va se remettre la musique de Street Fighter. Bon, on va pas se remettre la musique de Street Fighter. C'est quand même... Elle est quand même un peu... Ah, attendez. Par contre, j'étais sur des musiques Capcom. Est-ce que c'était pas... Ah, non. Bon, bah tant pis. Ah si, voilà. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite musique de... Quoi, Monster Hunter, Resident Evil, qu'est-ce que vous voulez? Oh, Capcom Arcade, un petit Megaman. Une petite musique de Megaman. Tiens, c'est pas mal. Allez, on va se mettre une petite musique de... Attendez, parce que ça, Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais... Ghost and Goblin Resurrection? Très bien, parfait. Allez, on se met, évidemment... une petite musique de Ghost and Goblin. Et je reviens dans 2 minutes, le temps de me faire un petit thé. A tout de suite. Attendez-moi, hein. Je reviens.
De retour. Hop. De retour. Alors attention, hein, parce que les abrèges pendant la pause, les amis. Tiens, hop. Petit time out. Toc, en voilà un. Attendez, j'en ai vu d'autres. Ok. Ok, c'est bon. Voilà. Hop, de retour. Il va bien le chaton. Oui, voilà, voilà. Merited. Ouais. Merited, carrément. Même j'ai envie de dire. Généreux. Généreux. Ça, c'est vraiment. N'empêche. C'est MV. Le fameux Mister MV. D'ailleurs, sur la chaîne de Mister MV, en ce moment même, Speedon, bien sûr, un CMV qui disait. Gérer un chat Twitch, c'est un peu comme s'occuper d'une garderie. Magnanime, absolument. Et c'est peut-être un peu malicieux de dire ça, mais cela dit, j'ai envie de dire, gérer un chat Twitch, c'est quand même un peu la même chose qu'être prof en CE2, CM1. C'est-à-dire que tu quittes ta classe, genre 2 secondes. Parce qu'il faut que tu parles avec le principal ou le directeur de l'école qui passe dans ton couloir. Voilà, vraiment, tu sors de ta classe 2 secondes, puis tu es à côté, tu vois. Quand tu reviens, c'est le bazar, ça crie partout. Les élèves se sont balancés, évidemment, ils ont fait une bataille de craie, bien sûr. C'est pareil, quoi, tu vois, tu fais une pause, tu dis je reviens tout de suite, au lieu de revenir 3 minutes plus tard, tu reviens 6 minutes plus tard, et tous les connards du chat, alors c'est trop long. Mais alors. Bref, il m'a volé ma gomme, monsieur. C'est la même chose que gérer l'Assemblée nationale, c'est pas faux. Les élèves te demandent pas d'abréger la pause normalement, c'est vrai. Je peux pas argumenter avec ça. Roule une feuille en boule, voilà, c'est exactement ça, quoi. Bon, allez. 15 ans d'animation pour enfants, je valide. Hop là. Toc. Allez, on est reparti. Alors, souvenez-vous, on était en train de parler de notre ami monsieur Kasbarian. Et donc, on était en train de parler de cette décision de sortir plusieurs... alors, c'est beaucoup. Alors, attendez. Hein. Hop, toc, regardez. Réforme DPE Le Monde. Hop, je vais essayer de retrouver l'article. Hop là, il y a 7 jours. Voilà. Alors, regardez. Toc. Centrale, voilà. Donc, ce dont parle, voilà, Clément n'a évidemment ni besoin de boire, manger, ni faire une pause toilette. Voilà, merci, Dist-nous. Merci beaucoup. Ouais, encore une fois. N'oubliez pas que derrière l'écran, il y a un humain, mais je sais que ça vous échappe parfois, mais... essayez de vous en souvenir, quoi. Voilà. Bref, allez, on avance. On avance de retour sur cette question. Donc, j'extrapole à partir de ce que vient de dire Guillaume Kasbarian. N'oubliez pas, il vient d'expliquer sur RMC... RMC Story, en l'occurrence... Enfin, c'est pas RMC Story, c'est RMC tout court, d'ailleurs. Sur RMC, il vient d'expliquer que, oui... on allait rénover le calcul du DPE pour sortir plusieurs dizaines de milliers de logements des catégories F et G, c'est-à-dire de la catégorie passoire énergétique. Quel était le chiffre? Ça arrive. Je vous donne le chiffre, ça arrive. D'abord, il faut regarder un peu plus en détail cet article du Monde. Hein. Selon le ministère de la Transition écologique, alors... C'est le ministère de la Transition écologique qui l'annonce fièrement, donc déjà envie de crever. Selon le ministère de la Transition écologique, près de 140 000 logements pourraient sortir de la classification passoire thermique grâce à une modification de calcul du diagnostic de performance énergétique. Donc le DPE, c'est ce truc-là, hein, vous connaissez, hein, c'est une classification de A à G qui note la performance écologique, enfin énergétique plutôt, de votre logement. Et là, vous voyez, regardez. Il y a quelques jours dans Le Parisien, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique,
a exprimé sa volonté. Alors, c'est quand même le ministre de la Transition écologique qui dit ça, hein. C'est-à-dire que vraiment, il est chargé d'améliorer l'impact climatique de la France en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est le ministre de la Transition énergétique qui exprime sa volonté de faire sortir 140 000 logements de la catégorie des passoires énergétiques, en estimant que les seuils du DPE étaient biaisés en défaveur des petites surfaces. Et c'est là où... Alors, attendez, je cherche... Voilà, regardez, toc, 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 toc. Sachant que, en effet, le secteur du bâtiment génère 23% des émissions de gaz à effet de serre, c'est de très loin le poste qu'on peut réduire le plus facilement pour améliorer, bien sûr, l'impact de la France en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Hop, et voilà, regardez. Donc, c'est ça. Toc, 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 toc. Alors, c'est pas ça que je cherche. C'était pas le papier sur lequel j'étais tombé. Alors, bon, par ailleurs, effectivement, hein, d'après une enquête UFC Que Choisir en 2022, il peut y avoir jusqu'à 3 classes d'écart pour un même bien. On sait que le diagnostic de performance énergétique, c'est de toute façon quelque chose qui est tout à fait contestable. Enfin, contestable. On sait que c'est pas d'une fiabilité absolue. Voilà. Qu'est-ce qui va changer avec ce projet d'arrêté? C'est ça qu'on cherche. Christophe Béchu souhaite corriger un biais de calcul dans le DPE. Selon une étude de l'Observatoire national de la rénovation énergétique publiée en 2022, près de 34% des logements de moins de 30 mètres carrés ont une étiquette F ou G, contre seulement 13% des logements de plus de 100 mètres carrés. Proportionnellement, les petits logements seraient, selon le rapport, amenés à consommer plus de chauffage que les grands, puisqu'ils ont plus de parois déperditives, murs, sol ou toiture, par rapport à leur surface habitable. La consommation d'eau chaude rapportée au nombre de mètres carrés du logement est aussi supérieure dans un petit bien immobilier plus densément occupé. La méthode de calcul ne sera pas modifiée, seuls les coefficients de pondération le seront, ce qui va amener à faire changer de classe un bien immobilier. Actuellement, un bien immobilier est classé dans la catégorie G si sa consommation d'énergie est supérieure à 420 kWh par mètre carré et par an, et si ses émissions de gaz à effet de serre dépassent 100 kg équivalent de CO2 par mètre carré et par an. Avec la réforme, les petites surfaces seront autorisées à dépasser ces exigences puisque les seuils seront revus à la hausse. Donc, on ne va pas changer le mode de calcul. Ce que veut faire le gouvernement, annoncé par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, ce que veut faire le gouvernement, c'est très important, c'est tout simplement augmenter les seuils pour que des petites surfaces qui étaient classées F ou G, passoires thermiques, ces petites surfaces soient mieux catégorisées, sachant que, regardez, les mesures adossées au DPE quand même, dès 2023, les logements G+, sont en location interdite. Dès 2025, donc c'est demain, hein, les logements G, location interdite. Dès 2028, logement F, location interdite. Et il faut attendre 2034 pour que les logements E passent en location interdite. Donc ça veut dire que des logements, c'est très important, ça veut dire que des logements G ou F, c'est-à-dire qui auraient été interdits à la location à très court terme, 2028 voire 2025, 140 000 logements vont passer en catégorie E ou plus, c'est-à-dire qui pourront être loués jusqu'à au minimum 2034 si la loi ne change pas avant. Donc vous voyez, la décision du gouvernement va retarder considérablement l'exigence de travaux dans ces petites surfaces de plusieurs années, de même une décennie, hein, puisque un logement G qui aurait été interdit en location en 2025, ça veut dire que le propriétaire aurait dû faire des travaux aujourd'hui, eh bien ce logement pourra continuer d'être loué, si rien ne change, jusqu'en 2034, c'est-à-dire pendant 10 ans supplémentaires. Bon, ça c'est la décision du gouvernement. Le gouvernement justifie en disant que le problème, c'est que le mode de calcul serait désavantageux pour les petites surfaces, puisque, en proportion, ces petites surfaces ont plus de parois déperditives par rapport à leur surface habitable, et donc le mode de calcul serait biaisé. Je clique sur le rapport, je ne sais pas s'il est lisible ou si c'est très compliqué. Combien de pages il fait déjà? On ne sait pas.
C'est pas clair. 30 pages. Est-ce qu'on a un résumé? Voilà, très bien. Ce document de travail actualise les chiffrages sur le parc de logements par classe de diagnostic performance énergétique, dont le calcul a été modifié en juillet octobre 2021. Les enquêtes d'études, machin, ok. Au total, sur 30 millions de résidences principales, 5 soit 17% sont des passoires énergétiques. Ok. La part, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Hop. La part des passoires énergétiques est plus élevée dans les résidences secondaires et dans les logements vacants, ce qui porte l'estimation du nombre de passoires énergétiques en total de 7,2 millions. Ok, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche. Alors, performance énergétique selon les caractéristiques des résidences principales. C'est ça qu'on cherche. Ok, appartement, maison, très énergivore. Je cherche avec vous. Ok, d'accord. Là, on les cherche par surface. Ah, voilà. Les logements les plus petits sont les plus énergivores. Près de 34% des logements de moins de 30 mètres carrés ont une étiquette F ou G, contre seulement 13% des logements de plus de 100 mètres carrés. Plusieurs raisons expliquent que les petits logements consomment plus d'énergie que les autres. Étant plus densément occupés, la consommation d'eau chaude sanitaire ramenée au mètre carré de surface de logement est plus importante pour les logements de petite taille, qui disposent très souvent de parois déperditives importantes par rapport à leur surface habitable. Ok. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que, voyez, là, on est dans un cas assez classique d'analyse de données qui est, est-ce qu'une corrélation entraîne une causalité? C'est-à-dire, on observe que il y a plus de passoires énergétiques dans les petites surfaces que dans les grandes surfaces. Donc on constate une corrélation. La corrélation, c'est plus votre logement est petit, plus vous avez de chances qu'il soit classé passoire énergétique. Ça, c'est une corrélation. Il y a deux chiffres qui évoluent ensemble. Plus le logement est petit, plus on a de chances qu'il soit passoire énergétique. Plus le logement est grand, moins on a de chances qu'il soit passoire énergétique. Il y a une corrélation. Est-ce qu'il y a une causalité? Le rapport nous dit qu'il y a au moins des liens de causalité, qui est de dire que quand le logement est petit, quand le logement est petit, alors sur la consommation d'eau, en vrai, c'est tout à fait contestable. Sur la consommation d'eau, c'est tout à fait contestable, parce que si tu es seul dans un 20 mètres carrés, ou si tu es 4 dans un 80 mètres carrés, en fait, si tu es 4, si tu es 4 dans un 80 mètres carrés, il y a des chances que tu consommes 4 fois plus d'eau que si tu es seul dans un 20 mètres carrés. On est d'accord? Si tu es 4, tu vas 4 fois plus aux toilettes, tu prends 4 fois plus de douches, les repas, tu as 4 fois plus à préparer, donc tu dois faire 4 fois plus de machines à laver, tu dois faire tourner 4 fois plus de lave-vaisselle. Donc, a priori, si tu es 4 dans un 80 mètres carrés, tu consommes à peu près 4 fois plus d'eau que si tu es seul dans un 20 mètres carrés, on est d'accord? Ils disent qu'en moyenne, c'est plus concentré. Cet argument, il est sans doute vrai à la marge. J'ai envie de dire, il est sans doute vrai à la marge. Mais la consommation d'eau chaude, ok, c'est eau chaude en plus. Eau chaude sanitaire, désolé, mais si t'es 4, tu prends 4 fois plus de douches, tu vois? Non? Enfin, il me semble que ça a l'air... justement, ton eau chaude est utilisée plus efficacement. Oui, non mais d'accord. Non mais que ce soit vrai, mais c'est pas... c'est quand même... Enfin, vous voyez, ça change pas tant que ça non plus, quoi. Enfin, tu vois, quand t'es seul, tu consommes quand même beaucoup moins d'eau chaude que quand t'es à 2, à 3 ou à 4. Donc, la courbe part pas de zéro. Oui, non mais d'accord. Mais je suis d'accord qu'en proportion, tu consommes peut-être un peu plus d'eau chaude seul par rapport à ta surface que à 4 par rapport à une surface 4 fois plus grande. Donc je suis d'accord avec vous que en proportion, la part de l'eau chaude sanitaire ramenée au mètre carré de surface est plus importante. Mais c'est pas non plus linéaire. Enfin, vous voyez, c'est pas non plus immense, quoi. Ça a pas l'air d'être immense. Bon. Par contre, sur les parois déperditives, effectivement, quand tu as un grand logement, tu as beaucoup de volume et donc tu as moins de parois avec l'extérieur en proportion de ta surface que quand tu as un petit logement. Donc, si on croit ce rapport, et on n'a aucune raison de ne pas le croire, il y a effectivement des raisons qui tentent à expliquer que
une petite surface a plus de chances d'être F ou G qu'une grande surface. Mais vous savez, quand tu constates une corrélation, tu dois toujours aussi envisager la possibilité qu'il y ait une variable cachée. Et ça, c'est vraiment ce que tu apprends quand tu fais des sciences sociales, à commencer par des sciences sociales quantitatives, donc sciences politiques, la science politique n'est pas forcément quantitative, mais quand tu fais des sciences sociales et que tu travailles sur des données, quand tu constates une corrélation, la première question à te poser, c'est n'y a-t-il pas potentiellement une variable cachée? Et là, en l'occurrence, sur la question du logement, il y a une variable cachée qui est assez immédiate, et c'est ce que l'on disait tout à l'heure, et que je répète maintenant parce que c'est très important, qui est que, en proportion, les petites surfaces sont beaucoup plus souvent des logements mis en location que les grandes surfaces. C'est-à-dire que la part des 100 mètres carrés qui sont loués est beaucoup moins importante que la part des 20 mètres carrés qui sont loués. Comme on le disait tout à l'heure, quand tu peux acheter un logement de 20 mètres carrés, souvent c'est pour le mettre en location. A contrario, quand tu peux acheter un logement de 100 mètres carrés, souvent c'est plutôt pour l'habiter. Et donc, le fait de dire qu'il y a plus de passoires énergétiques dans les petits logements, peut-être que c'est à cause du mode de calcul, mais peut-être que c'est aussi, et sans doute, que c'est aussi parce qu'il y a plus de biens qui sont mis en location dans les petites surfaces et que quand tu mets ton bien en location, tu n'as aucun intérêt à faire la rénovation énergétique puisque cette rénovation énergétique, elle te coûte de l'argent à toi, alors que le fait que ton logement soit une passoire, ça coûte de l'argent à ton locataire. A contrario, quand tu es propriétaire de ton logement, tu as tout intérêt à faire les travaux de rénovation énergétique puisque ces travaux te coûtent de l'argent à toi, mais t'en rapportent aussi puisque tu fais baisser ta facture. Ok ? Donc, c'est ça qui est important. Et c'est là où le gouvernement, cette décision de dire non, mais attendez, il y a un mode de calcul qui désavantage les petites surfaces. Mais en fait, peut-être, mais peut-être aussi qu'une partie des propriétaires, sans doute qu'une partie des propriétaires ne joue pas le jeu. Et que comme ils sont propriétaires d'une petite surface qu'ils louent, ils retardent le plus possible la rénovation de leur logement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mode de calcul du gouvernement va conduire à sortir de fait des logements qui sont vraiment des passoires, va conduire à sortir de fait des logements qui sont vraiment des passoires des catégories F et G, catégories qui obligent les propriétaires à faire des travaux de rénovation. Et par ailleurs, je vous disais, quand bien même, il y a un biais du calcul DPE en faveur des grandes surfaces. C'est 140 000, parce que je vous rappelle que c'est ça, hein, c'est ce qui est annoncé, c'est 140 000 logements qui c'est 140 000 logements qui vont être sortis de la catégorie des passoires énergétiques. Ce sont des logements qui auraient dû être rénovés et donc qui auraient été à l'avantage des locataires. Puisque, je vous rappelle, pour le coup, c'est typiquement... Enfin, le problème, c'est que c'est des logements qu'on ne peut plus louer. Donc là, on a 140 000 logements qui, dans leur immense majorité, sont petites surfaces, qui, dans leur immense majorité, sont des logements loués, qui auraient dû être rénovés dans les années qui viennent, qui là vont sortir de cette obligation de rénovation. Ça veut dire aussi 140 000 locataires ou familles de locataires qui auraient dû vivre dans un appartement plus efficace, 140 000 locataires ou familles de locataires qui auraient dû vivre dans un appartement qui leur coûte moins en énergie, qui vont continuer de vivre dans un appartement qui leur coûtera plus parce que quand bien même tu passes de F ou G à E, c'est mieux, mais E, ça reste un appartement qui est très consommateur en énergie. Donc, on a une mesure ici qui est, mais alors, radicalement en faveur des propriétaires qui a été prise par le gouvernement. Et donc, je vous disais tout à l'heure, attention à pas faire de simplification, à pas commettre de simplification et à pas dire, voilà, de toute façon, les propriétaires sont des bourgeois qui sont blindés de pognon et qui ont, quoi qu'il arrive, les moyens de faire leur rénovation énergétique. Il faut faire attention et rappeler qu'il y a des petits propriétaires locataires, comme je vous le disais tout à l'heure, très important,
il y a des propriétaires qui n'ont pas pu acheter leur résidence principale parce que ils ont une famille, ils ont 2-3 enfants, ils ont besoin de 70, 80, 90 mètres carrés. Et il y a plein de gens qui ne peuvent pas acheter 70, 80, 90 mètres carrés à Paris ou à Bordeaux, en tout cas dans les zones denses, en tension et où l'immobilier est très cher. Et donc vous avez des gens qui ont un petit pécule. Pas grand-chose. Ils ont 50, 100 000 euros de côté. Enfin, pas grand-chose. Vous allez me dire, c'est beaucoup pour plein de gens, je sais. Mais c'est en dessous du patrimoine moyen des Français. Il y a des gens qui ont un peu d'argent de côté. Ils ont fait un petit héritage ou ils ont réussi à économiser. Patrimoine moyen des Français, 200 000 euros. Enfin, patrimoine médian des Français, 200 000 euros. 200 000 euros. Et donc, je ne sais plus si c'est le médian ou le moyen, 200 000. C'est une vraie bonne question. En tout cas, vous avez pas mal de gens qui ont un petit pécule de côté. 50, 100 000 euros, c'est déjà de l'argent, hein, on est d'accord, mais c'est pas énorme quand tu veux faire un investissement immobilier. Et donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon médian c'est 140 000 euros. Tu vois, donc à 100 000 euros, tu es en dessous du patrimoine médian. Donc tu as des gens qui ont 50, 100 000 euros de côté, ils ont fait un petit héritage, ils ont mis des sous de côté, ils peuvent un peu emprunter, ils peuvent pas acheter leur résidence principale. T'achètes un petit studio et tu le mets en location. Ça te permet de commencer à rembourser un emprunt, ça te permet de commencer à mettre un peu d'argent de côté dans l'immobilier. Et bon, tu as plein de gens qui font ce calcul-là, qui ne sont pas forcément des grands bourgeois, qui ne sont pas forcément des gens riches, qui ne roulent pas forcément sur l'or. C'est même parfois des gens qui, s'ils n'ont pas pris, après ça faut vraiment être très con, mais s'ils n'ont pas pris d'assurance d'assurance loyer impayé, c'est des gens qui peuvent être mis vraiment dans la merde si leur locataire ne paye pas le loyer et qu'eux, ils ont un emprunt à rembourser. Tu vois. Ça existe tout ça. Mais c'est pas la majorité. Et c'est le moment de rappeler cette étude, c'est là où on en était arrivé tout à l'heure avant la pause, avant cette trop longue pause, scandale. C'est le moment de rappeler cette étude de l'INSEE qui a été citée par Jean-Luc Mélenchon durant la dernière présidentielle. 3,5% des ménages possèdent la moitié des logements mis en location. Il y a 3,5% de Français, et alors attention, ces 3,5% de Français possèdent au moins 5 biens immobiliers. Donc il y a 3,5% des Français qui possèdent au moins 5 biens immobiliers et qui représentent à eux seuls la moitié du parc locatif privé français. Tu as 3,5 pour que vous compreniez bien, 3,5% des Français qui possèdent au moins 5 biens immobiliers et qui possèdent à eux seuls, ces 3,5% des Français, la moitié des biens locatifs français. La moitié des biens loués par les particuliers. La moitié des biens locatifs français, c'est 1 million de personnes, je crois. Hein. Attendez. Hop. Toc. Hop. Je sais pas où on le voit. 7 millions de ménages qui sont multipropriétaires. Mais là, ok. Ok. Bon, on n'a pas le nombre. Je crois que c'est 1 million, mais peu importe. C'est dans le titre. C'est dans le titre du paragraphe. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, vous avez raison, c'est écrit en gros. C'est écrit en gros, c'est pour ça que je le voyais plus. C'était trop gros. Si vous voulez cacher quelque chose, vous le mettez sous les yeux des gens, hein, comme toujours. Donc vous voyez, on a 1 million de ménages, donc 1 million de personnes, 1 million de foyers en France, possèdent au moins 5 biens. Ça veut dire qu'on est en France 65 millions d'habitants, et 1 million de foyers possèdent la moitié du parc locatif français. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que, quelque part, peu importe, l'argument du gouvernement, c'est de dire, attendez, vous avez des petits propriétaires qui mettent leur logement en location et qui sont défavorisés par le diagnostic DPE et qui vont devoir faire une rénovation alors que leur logement n'aurait pas dû être passoire thermique. Donc, on va sortir une partie des logements en location F et G des catégories passoires thermiques. Donc on va reculer la rénovation énergétique de 140 000 logements d'un coup de baguette magique. Hein, c'est vraiment, on va changer la formule de calcul du DPE et
hop là, d'un coup de baguette, tu vas sortir 140 000 logements des catégories passoires thermiques, tu vas reculer de 10 ans la rénovation énergétique de 140 000 logements, alors que ça fait 140 000 appartements qui vont conserver des factures d'énergie très élevées, parce que franchement, quand tu passes de F à E, certes, certes, t'es plus passoire thermique, mais E, c'est quand même pas génial. Donc ça fait 140 000 logements qui auraient dû être rénovés au bénéfice de locataires, parce que si c'est des petites surfaces, c'est dans la grande majorité des surfaces en location. Donc tu as 140 000 logements qui auraient dû être rénovés au bénéfice des locataires, certes au détriment des propriétaires, mais regardez, les propriétaires, on rappelle que la moitié des logements du parc locatif sont la propriété de gens qui en ont 5 ou plus. Tu pars du principe que quand tu possèdes un parc de 5 logements, tu dois avoir les moyens normalement de faire la rénovation énergétique pour que tes locataires ne payent pas une fortune. Et surtout, ce scandale, parce que c'est un scandale, qui est de dire, de tricher complètement sur le sens qui est de faire passer une corrélation pour une causalité, en tout cas pour une causalité complète, qui est de dire, si on voit que, je vous rappelle ce chiffre, encore une fois, hop, 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 voilà. Le gouvernement qui te dit, si 34% des logements de moins de 30 mètres carrés ont une étiquette F ou G, contre seulement 13% des logements de plus de 100 mètres carrés, c'est que les petites surfaces sont défavorisées par le DPE. Non, tu peux, sans doute en partie, mais sans doute en partie aussi, parce que tout simplement, les petites surfaces sont louées et que les bailleurs, les propriétaires en ont rien à faire si leurs locataires payent une fortune en facture énergétique, alors que les logements de plus de 100 mètres carrés, dans leur majorité, sont des logements habités. Et là, bizarrement, tout d'un coup, quand il s'agit de payer moins cher en facture d'électricité, là, tu les fais, les démarches MaPrimeRénov' pour changer ta chaudière et isoler et mettre du double vitrage sur tes fenêtres. Bref, on a une décision ici qui est que le gouvernement fait passer comme une décision normale parce que le calcul désavantagerait les propriétaires, alors qu'en réalité, ça ne va que conforter une partie des propriétaires qui ne rénovent pas leur logement parce qu'ils n'en ont rien à faire du fait que leurs locataires payent une facture d'électricité démentielle. Ça va encourager ces propriétaires-là à continuer de ne pas rénover leur logement, alors même que une partie d'entre eux au moins possède un véritable parc locatif et pourrait donc totalement se le permettre. C'est encore une fois une décision qui est prise en faveur des propriétaires, en faveur des possédants et en défaveur manifeste, incontestable, en défaveur des locataires, des personnes ayant, des personnes ayant peu de moyens. Allez, on écoute quand même la fin de Guillaume Casbarian, on ne sait jamais. Ce sont des petites dans un DPE qui est supérieur seront donc à nouveau et qui sont potentiellement sur le marché. Totalement sur le marché. Ce sont des petites surfaces sur lesquelles on avait remarqué qu'il y avait un biais de calcul dans l'algorithme. Et il y avait un biais de calcul dans l'algorithme. Ce sont des petites surfaces, on a remarqué qu'il y avait un biais de calcul dans l'algorithme. Peut-être en partie, mais pas seulement. Et donc là encore, on est extrêmement vigilant, que ce soit dans les copropriétés ou à titre individuel, à ce que cette ambition écologique que nous voulons maintenir de rénovation, qui est bonne pour l'environnement, qui est bonne pour les locataires, elle soit maintenue, mais que l'on puisse, quand il le faut, ajuster. Sans être... C'est quand même fou. C'est quand même fou, pardon, mais après tout ce qu'on vient de voir, on est vigilant. Attendez, après tout ce qu'on vient de voir. Individuel. Et donc là encore, on est extrêmement vigilant, que ce soit dans les copropriétés ou à titre individuel. On est extrêmement vigilant à ce que cette ambition écologique que nous voulons maintenir de rénovation, qui est bonne pour l'environnement, qui est bonne pour les locataires. On est vigilant à ce que notre ambition écologique, qui est bonne pour l'environnement, qui est bonne pour les locataires, elle soit maintenue, mais que l'on puisse, quand il le faut, ajuster sans être un frein. Sans être un frein et sans faire sortir du marché locatif un certain nombre de biens parce qu'ils sont nécessaires dans la crise que l'on connaît. Donc voilà, mais on va quand même garder des biens qui sont des passoires énergétiques, en tout cas sur lesquels on pourrait tout à fait faire des rénovations dans l'intérêt de la planète, du climat, de l'écologie, dans l'intérêt des locataires, et on va les faire sortir de la catégorie performance énergétique. Comme d'habitude, on affiche une volonté, vous voyez, on affiche une volonté, la volonté d'être au service du climat, de l'énergie, du climat, de l'écologie et au service des locataires. Ça, c'est la volonté qu'on affiche.
Et la mesure qui est prise, c'est une mesure qui va directement avoir de l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre de la France et une mesure qui va directement avoir un impact négatif sur des locataires qui vont rester dans des passoires thermiques, à qui on pourra relouer même des passoires thermiques. On pourra même réaugmenter leur loyer. Parce que je vous rappelle, puisque comme si tout ça ne suffisait pas, je vous rappelle que depuis 2022, les logements F et G, tu ne peux pas augmenter leur loyer. Sortir 140 000 logements des catégories F et G, ça veut dire non seulement que les locataires dans ces logements qui peuvent être de vrais passoires thermiques, les locataires dans ces logements non seulement continueront de payer une facture d'électricité qui s'alourdit parce que l'électricité est de plus en plus chère, mais en plus, on pourra réaugmenter leur loyer. Vous voyez, c'est cadeau, ça c'est gratuit, ça c'est pour les propriétaires, ça c'est cadeau, ça c'est pour nous, ça c'est voilà. C'est tout le travail que l'on mène sur la révision du DPE et sur l'accompagnement avec MaPrimeRénov', avec les artisans, où nous essayons. Alors, souvenez-vous, là, il parle de l'accompagnement qu'ils mènent avec MaPrimeRénov', dont ils viennent de couper 1 milliard. Voilà, mais ça, c'est du détail. De simplifier les choses pour que ça reste accessible au plus grand nombre. Merci, monsieur le ministre, d'être venu ce matin. Merci. Voilà, c'est la fin, évidemment, de cette interview. Combien de questions auront été posées, enfin plutôt, combien de secondes le ministre aura passé à parler du mal logement, à parler des 2,3 ou 6, je ne sais plus, en tout cas plus de 2 millions de Français qui sont en attente d'un logement social. Combien de secondes le ministre aura parlé des 330 000 personnes qui dorment dans la rue, dont des milliers d'enfants? Spoiler, 0. Voilà. Merci, monsieur Kasbarian, évidemment, ministre des propriétaires et de la France des possédants. Bien. Voilà, hein. Voilà. Autant de fois que MV s'est énervé. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, merci, ministre du Logement, qui est avant tout le ministre des propriétaires, hein, bien sûr. Hein, il vient de nous le démontrer. Ça valait le coup. Bon, allez. Écoutez. Il est temps. Il est déjà... On est en live depuis déjà 2h38. Il est déjà 12h30. Hop, c'est bon, la tasse de thé est présente. Attendez, un toc, est-ce que c'est assez infusé? Ça va, admettons, toc. On est sur une petite infusion réglissante, évidemment, Hop, petite infusion du soir, réglissante. Bon, on rappelle que Guillaume Kasbarian, c'est celui qui a voulu condamner à des peines de prison ferme les locataires qui ne payaient pas leur loyer. Hein, on rappelle que M. Kasbarian, c'est lui, hein, par ailleurs. Hein, c'est la fameuse loi dite anti-squat, qui était en fait une loi anti-pauvre. Hein. Il a voulu, bien sûr, condamner... Alors ça a été fort heureusement retoqué par le Conseil constitutionnel, mais voté, hein, malgré tout. Il a voulu condamner les locataires qui ne payent pas leur loyer à de la prison ferme. Donc c'est le retour, bien sûr, du crime de pauvreté. Bien sûr, hein, le crime de pauvreté. Les Misérables, hein, Jean Valjean, le retour, hein, la prison pour pauvreté. Alors oui, certes, on le rappelle, hein, que, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas caricaturer. Il y a des petits propriétaires, il y a des gens il y a des propriétaires, quand leurs locataires ne payent pas leur loyer, ça les met vraiment dans la merde. Hein. Il faut surtout s'en souvenir. Mais n'oublions pas que la moitié des logements mis en location sont la propriété de gens qui en ont 5 ou plus. Voilà. Donc, quand tu mets en prison des gens parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer, sachant que leur propriétaire est propriétaire d'une flotte de logements. Bref. Écoutez, hein. Qu'est-ce que c'est? Tu vois tout en noir. C'est vrai, je vois tout en noir. C'est un humaniste, les gens ne peuvent pas payer un loyer, il leur offre le gîte et le couvert, tout frais payé par l'État. C'est vrai, tu as raison. C'est bien vu. Hein. Dans le chat, comme souvent, vous êtes plus lucide que moi. Allez,